RN de la 11e circonscription de la Gironde, vice-présidente du Rassemblement national, présidente du groupe RN à la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, jeudi dernier se tenait cette niche parlementaire du Rassemblement national pour laquelle vous avez présenté un certain nombre de textes et notamment, évidemment, cette proposition d'abrogation de la réforme des retraites qui a occupé la majeure partie du temps de cette niche et qui a été totalement amputée en commission, qui donc a été rendue impossible à passer. À ce sujet, vous avez réagi à ce moment-là. Je propose qu'on écoute un rapide extrait de votre réaction sur France Inter. Nous souhaitons quand même qu'il y ait un débat aujourd'hui, c'est important, parce qu'il faut que les Français sachent ce qui s'est passé en coulisses, dans leur dos. Et donc il faut que les députés prennent leurs responsabilités et qu'ils assument, notamment ceux du nouveau Front populaire qui se sont fait élire en promettant l'abrogation de la réforme des retraites. Eh bien il faut qu'ils assument d'avoir contribué à détricoter notre niche et donc à faire perdre du temps aux Français. Tout ça pour ne pas nous offrir, comme a dit Madame Mathilde Panot, une victoire politique. Alors, que s'est-il réellement passé, déjà, quand vous dites que les Français doivent savoir ce qui s'est passé en coulisses dans leur dos ? Oui, je confirme les propos que j'ai tenus la semaine dernière sur France Inter. En fait, au moment de la commission des affaires sociales, les députés du nouveau Front populaire ont fait en sorte de vider notre loi de sa substance. En fait, nous, que ce soit en 2022, au moment de l'élection présidentielle, ou en 2024, au moment de l'élection législative après la dissolution, nous avons dit aux Français, nous sommes défavorables à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour l'abroger dès lors que nous aurons une opportunité. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons utilisé notre niche parlementaire, c'est-à-dire c'est une niche parlementaire, c'est une journée dont l'ordre du jour est consacré aux textes proposés par un groupe politique. Donc nous avons utilisé notre niche parlementaire pour abroger la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Ce qui n'a pas plu au nouveau Front populaire, qui ne souhaitait pas, comme l'a indiqué Mathilde Panot sur une autre chaîne, donner une victoire politique au Rassemblement national. Oui. Moi, je regrette ce sectarisme parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est donner une victoire politique aux Français. Et je le rappelle, 90% des Français sont opposés à la réforme des retraites. Donc, nous avons voulu proposer l'abrogation de la réforme des retraites au moment de notre niche parlementaire et les députés du nouveau Front populaire, main dans la main avec les macronistes, ont fait en sorte de détricoter notre loi, de la vider de sa substance, de manière à ce qu'elle arrive en séance de manière totalement vide. Et malgré tout, ils n'ont pas voulu reconnaître ce tort. Tout ça pour tirer la couverture à eux, puisque eux, ils ont leur niche parlementaire le 28 novembre. Mais nous leur avons dit, aucun problème. Nous voterons en faveur du texte que vous déposerez durant votre niche, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le sectarisme politique, c'est pas la lâcheté politique, c'est le bien-être des Français, c'est répondre aux préoccupations des Français. Et donc, de toute façon, le nouveau Front populaire ne pourra faire passer un texte si et seulement si le Rassemblement national vote en faveur. Donc, je les appelle déjà à ne pas tomber dans le triomphalisme. Alors, on va rester un petit peu sur ce sectarisme. Est-ce que vous-même, le Rassemblement national, n'avez pas fait part d'une certaine forme de sectarisme quand vous avez refusé de voter la motion de censure de la gauche ? La motion de censure qu'ils ont déposée il y a quelques semaines, non, parce qu'en fait, qui dit motion de censure, si elle avait été validée, elle aurait fait tomber le gouvernement. Sauf que faire tomber un gouvernement avant même l'étude du budget, avant même que notre niche soit passée, c'était prématuré parce qu'en fait, on aurait fait tomber un gouvernement pour mettre quoi ? Pour mettre qui à la place ? Et moi, je n'ai pas envie d'avoir Lucie Castet Premier ministre. Les Français avaient besoin de stabilité, de visibilité, et censurer dès maintenant un gouvernement, ça aurait été prématuré. Ça ne veut pas dire que nous nous interdisons de le faire si jamais, par exemple, le gouvernement fait passer son budget en force par 49.3. Et je rappelle que sous l'ancienne législature, nous avons très régulièrement voté les motions de censure avec le nouveau Front populaire. Donc il y a du sectarisme au sein de cette Assemblée nationale, mais il ne vient absolument pas du Rassemblement national puisque nous votons avec les uns avec les autres, sans regarder d'où le texte, l'amendement ou l'article vient, dès lors qu'il va dans le bon sens et dès lors qu'il correspond à ce que nous avons
promis aux Français durant les élections. Alors, justement, vous dites vous votez avec les uns et les autres, et hier vous en avez fait la preuve, si je ne me trompe pas, puisque le nouveau Front populaire a pu tweeter et annoncer que l'abrogation de la réforme des retraites du nouveau Front populaire avait été adoptée. Le RN a dû se résigner à la voter après ces nombreux revirements, dit-il. Rendez-vous le 28 novembre pour la nouvelle niche parlementaire de LFI. Je vois pas du tout de quel revirement il parle, parce que nous, s'il y a bien une qualité qui nous caractérise, c'est notre cohérence. Donc hier, nous avons décidé de voter un amendement du nouveau Front populaire, mais qui est absolument symbolique. On ne va pas, dans un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale, réussir à abroger la réforme des retraites. Donc c'est assez malhonnête de la part du Front populaire de dire qu'ils ont réussi à faire abroger la réforme des retraites. Ça n'est pas comme ça que ça se passe. Mais il s'agissait d'un amendement symbolique, et donc nous avons souhaité envoyer un signal fort, notamment au nouveau Front populaire qui se serait réjoui si nous n'avions pas voté cet amendement, mais aussi aux macronistes, au bloc, au socle commun, pour leur dire nous sommes particulièrement déterminés à faire tomber votre réforme des retraites, et aussi un signal aux Français pour leur dire qu'ils peuvent compter sur nous et que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour abroger cette réforme. Oui, parce que au final, vous avez raison de parler des Français. Est-ce que c'est pas un petit peu triste pour les Français de voir cette guéguerre, on va dire, d'un camp et de l'autre, en oubliant l'intérêt des Français qui est, l'intérêt des Français qui majoritairement, comme vous l'avez rappelé, s'oppose à cette réforme des retraites? Ah mais tout à fait, et c'est pour ça que les Français peuvent être fiers d'avoir voté à hauteur de 11 millions en faveur des députés du Rassemblement national, en faveur des 125 députés du Rassemblement national que nous sommes, parce que précisément, nous sommes au-dessus de ces guéguerres. Nous ne tombons pas dans le sectarisme. Nous votons tout ce qui contribue à améliorer leur quotidien, même si c'est insuffisant. Par contre, ils peuvent, j'imagine, assister absolument médusés au sectarisme qui qualifie le nouveau Front populaire ou les députés du bloc central. Ouais. Quand on a parlé aussi de cet article 40 de la Constitution qui a bloqué les amendements du RN, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé avec Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée? Oui, elle s'est comportée non pas en garante du droit parlementaire, non pas en garante de l'institution, mais comme la cheville ouvrière d'Emmanuel Macron. En fait, à l'occasion d'une niche parlementaire, vous ne pouvez pas faire voter une loi qui va alourdir la charge du pays, sauf si la présidente de l'Assemblée nationale en décide autrement. Donc, je vous disais tout à l'heure que le nouveau Front populaire, allié au socle commun, a détricoté notre loi pour faire en sorte de la vider de sa substance, et donc à retirer les articles pour réduire le nombre d'annuités de cotisation et réduire l'âge pivot, l'âge de départ à la retraite. Et nous avons donc dû réintroduire ces dispositifs dans la loi, sauf que ce sont ces dispositifs qui allaient créer de la charge. Et donc là, il fallait l'accord de Yaël Braun-Pivet pour laisser passer ces amendements dits coûteux. Malheureusement, elle n'a pas souhaité le faire, et c'est la raison pour laquelle je dis qu'elle n'a pas été à la hauteur. Elle a empêché un groupe politique de s'exprimer, et donc elle a empêché l'Assemblée nationale de voter sur la vraie loi issue, disons la vraie mouture issue d'un groupe politique. Donc Yaël Braun-Pivet ne s'est vraiment pas comportée comme elle n'a vraiment pas tenu le rôle qu'elle doit tenir, c'est-à-dire défendre les débats et soutenir les groupes politiques quand ils ont un seul jour par an pour proposer leur texte à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que c'est pas même très inquiétant cette façon de faire et cet article 40 qui bloque finalement les amendements puisque de dire que ça va peser sur le budget, sachant qu'on a un budget qui ne tient déjà pas en soi et quand on connaît la dette qu'on a, de toute façon, tout va peser sur le budget. Donc c'est un argument qu'ils peuvent sortir à toutes les sauces. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant cet article qui est sorti pas de nulle part, mais qui peut être sorti quand ils le veulent, quand ça les arrange? Mais tout à fait. D'ailleurs, il y a un certain nombre de manœuvres constitutionnelles ou législatives qui sont inquiétantes, mais dont ils ne se privent pas. Vous voyez, hier soir, on a terminé à minuit l'examen d'un texte. Il y a un amendement qui avait été rejeté, donc c'était la taxe soda, la taxe sucre. Donc un amendement qui avait été rejeté en séance, et le gouvernement a décidé de proposer une seconde délibération. Ça veut dire que aujourd'hui, vous avez, en gros, le Parlement vote mal,
le gouvernement peut faire en sorte de proposer une nouvelle délibération, sauf que entre-temps, il a le temps de battre le rappel des troupes et donc de favoriser tel ou tel sens du vote du Parlement. Donc oui, c'est très inquiétant ces manœuvres, mais vous savez, le gouvernement nous a habitués avec la multiplication de ces 49.3, avec les votes bloqués, avec les temps contraints. Ils ont utilisé de très nombreux articles de la Constitution pour que ceux-ci servent leurs intérêts. Et donc oui, quelque part, ça biaise les débats, bien sûr. Oui. Alors, autre question maintenant, concernant plus la stratégie du Rassemblement national, puisque là, on a vu tout de même 3 propositions qui ont été bloquées donc pendant cette niche. Finalement, vous n'avez pu faire passer aucune de vos propositions pendant cette niche. Beaucoup, depuis pérore, sur l'isolement du Rassemblement national. Moi, c'est plus sur la stratégie que je voudrais vous interroger. Comment on fait, quand on est à ce niveau-là aujourd'hui, pour pouvoir gagner les prochaines fois, faire passer des lois, ou est-ce que vous êtes condamné finalement à rester dans un coin de l'Assemblée sans pouvoir, alors que vous êtes le groupe majoritaire en nombre, sans pouvoir faire passer des lois? Quelle est la stratégie d'alliance peut-être à faire ou... Non, c'est pas nécessairement une stratégie d'alliance, parce qu'on ne peut pas s'allier avec des personnes issues du nouveau Front populaire ou issues du socle commun qui se mettent entre eux d'accord pour faire barrage au Rassemblement national. Par contre, ce qui est certain, c'est que les Français voient notre comportement, voient que nous sommes les seuls à nous intéresser à leurs préoccupations. Vous avez souligné l'isolement du Rassemblement national au sein du Parlement, c'est à relativiser. Puis moi, je vais vous dire, je préfère être isolée au sein d'un Parlement qui a une durée de vie éphémère, puisqu'on sait que de toute façon, il y a une dissolution qui va bien arriver. Mais je préfère me rendre compte que nous sommes en parfaite harmonie avec les attentes des Français, parce que parmi les lois que nous avons réussi à présenter jeudi dernier, il y a donc l'abrogation de la réforme des retraites soutenue par 90% des Français, l'expulsion des délinquants étrangers soutenue par 85% des Français et le rétablissement des peines planchées soutenu par plus de 80% des Français. Donc, vous voyez, moi, je préfère cette vision. Et de toute façon, c'est parce que nous sommes en harmonie avec les attentes des Français que nous sommes le premier parti de France en termes de députés à l'Assemblée nationale, en termes d'adhérents, puisque nous ne cessons d'accueillir de nouveaux adhérents et je m'en réjouis. Et nous sommes aussi le premier parti en termes de vote, puisque nous avons recueilli 11 millions d'électeurs. Donc ça, vous voyez, ça me conforte dans l'idée que nous sommes dans le vrai, que nous sommes dans le juste, que notre position politique est la bonne. Et je vous garantis qu'il n'y a pas un seul député de mon groupe qui ne se lève pas chaque matin pour se dire « je vais travailler au service des Français » et je m'en réjouis. Est-ce que, quand vous dites que vous êtes en harmonie avec les Français et que c'est ce que vous recherchez, l'intérêt des Français, est-ce que par exemple il y a des sujets qui semblent tabous, même pour le Rassemblement national, notamment celle de l'existence de cette Union européenne de Bruxelles et d'interroger, on va dire, l'intérêt pour la France de rester dans cette Union européenne? Ce sont des sujets qui tracassent plus de la moitié des Français et pourtant qui ne sont plus abordés par le Rassemblement national. Est-ce que c'est une volonté de mettre de côté certains sujets qui sont compromettants ou comment vous l'expliquez? Non, parce que nos programmes sont très clairs. Notre programme de l'élection présidentielle est disponible sur notre site internet, tout comme celui des élections européennes. Et vous savez, Jordan Bardella, le 9 juin dernier, a battu des records. Nous avons réalisé 34% aux élections européennes, ce qui est un score historique. Ça veut bien dire que là aussi, les Français nous rejoignent, parce que je crois que Valérie Hayé avait à peine tutoyé les 14%. Donc nous avons fait plus du double que le score de notre second concurrent. Donc non, moi j'estime que là aussi, nous sommes en harmonie avec les attentes des Français qui souhaitent rester au sein de l'Union européenne pour l'espace Schengen, pour la monnaie unique, mais qui pour autant déplore le nombre de compétences et en fait la souveraineté qui échappe à la France et qui tombe entre les mains d'Ursula von der Leyen. Et nous sommes, comme une majorité des Français, opposés au traité de libre-échange dès lors que ceci inclut l'agriculture. Je pense notamment au Mercosur qui va largement pénaliser nos agriculteurs. Je pense aussi au pacte asile-immigration qui va obliger
les États membres à accueillir des migrants sous peine d'une amende de 20 000 euros par migrant. Je pense aux tarifs de l'électricité pour lesquels les technocrates de Bruxelles refusent que la France reprenne le contrôle en matière du prix de l'électricité. Et donc, en fait, moi, je pense que nous arriverons aussi à faire évoluer la politique de l'Union européenne parce que nous sommes aujourd'hui un groupe important, constitué de plus de 80 députés issus de plus d'une dizaine de pays différents. Donc, c'est absolument considérable. Et donc, oui, nous arriverons à faire changer l'Union européenne de l'intérieur. En fait, exactement comme nous sommes en train de faire à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, nous avons suffisamment de députés pour faire bloquer des textes. Ouais. Merci beaucoup Edwige Diaz. Je rappelle que vous êtes députée de la 11e circonscription de Gironde, vice-présidente du Rassemblement national. On est extrêmement nombreux dès ce petit matin, donc merci à vous tous d'être déjà là.